go deep and picked off. Intercepted by Ambry Thomas. We'll see a pickup come down the right side possibly. Montana looking, throwing in the end zone. Bonjour à tous, bonsoir à tous, bienvenue dans ce 65e épisode du Facefull Podcast, un épisode de preview des finales de conférence Niners-Lions minuit 30 dimanche. Et pour m'accompagner comme d'habitude, Olivier, Gonzague et Kevin. Salut les gars. Salut tout le monde. Hello. Salut. Et un invité spécial, si vous nous suivez un petit peu, vous l'avez vu, on en a parlé dans le dernier épisode, on en a parlé sur les réseaux, Benjamin Bernard, commentateur de beIN Sport, fan des Lions, tout le monde le sait. Salut Benjamin, comment tu vas ? Très bien, merci de m'accueillir, c'est cool. Benjamin, une finale de conférence pour les Lions, c'est sûrement la première fois que tu fais une preview d'une... Enfin, c'est la première fois que tu fais une preview d'une finale de conf pour les Lions. Qu'est-ce que ça fait en tant que supporter de longue date d'une équipe qui, il ne faut pas se le cacher, a plus connu la défaite que la victoire ? C'est quoi ton sentiment d'être enfin du côté des gagnants ? Franchement, c'est assez étrange. C'est comme si le truc était réel sans l'être, en fait. Parce que dernière finale de conf, c'était saison 91 et j'avais 6 ans, donc je ne suivais pas encore la NFL. Je m'y suis mis quelques années après. Mais ça va avec ce que je vis un peu depuis le début de la saison, en fait. C'est y croire sans y croire. On voit les choses, les résultats sont là, donc c'est réel. Il y a des victoires, il y a eu 2 victoires de suite en playoff, etc. Mais malgré tout, on a tellement été habitués à ce que ce soit la loose, à ce que ça se passe pas bien et tout, que même réaliser, accepter que c'est comme ça et qu'on a une vraie chance pour le coup, qu'on est en finale de conférence, qu'on pourrait peut-être jouer notre premier Super Bowl, c'est presque irréel en fait tout ça. Donc il y a un petit nuage qui est là. Et puis là, j'avoue que depuis dimanche dernier, il y a une pression en moins aussi. Parce que mine de rien, on était favori face aux Rams, on était favori face aux Bucks. Et ça m'aurait fait mal qu'on perde ces 2 matchs qui plus à la maison parce qu'il y avait tout pour. Là, depuis la victoire de dimanche, en fait, on savait de toute façon que ce serait donc à San Francisco puisque vous aviez joué la veille. J'ai pas du tout le même sentiment avant le match en fait. C'est bien sûr qu'il y aura de la déception si ça perd dimanche, mais en même temps, il y a une telle équipe en face, on part de tellement loin et sur le papier on n'est tellement pas favori que si ça passe, c'est un miracle et ce sera exceptionnel. Et si ça passe pas, il y aura forcément un peu de déception, mais quelque part, je m'y serai préparé, et je m'y attends, donc ça enlèvera rien au fait que la saison elle est absolument magnifique, au-delà même des attentes initiales, donc tout bénef. C'est la question que j'allais te poser justement. Est-ce que même s'il y a défaite, c'est quand même une saison réussie pour les Lions ? On a l'impression quand même que c'est un projet qui débute et qui débute bien. Complètement. Bien sûr que sur le moment, je vais avoir les glandes pendant quelques minutes, c'est une absolue certitude. Peut-être même que 2 semaines après, quand je verrai si c'est le cas, les Niners au Super Bowl, je me dirai putain, on aurait pu y être. Mais en même temps, cette semaine a beaucoup tourné sur les réseaux le fameux discours de Dan Campbell quand il a pris l'équipe, où il parlait aux mecs en leur disant on va faire ça, et on va faire ça un peu plus que les autres, et ça un peu plus que les autres, et ça un peu plus que les autres. Et le fameux discours aussi dans Hard Knocks où il leur parle dans l'auditorium et il leur fait cette espèce de geste qui monte vers le haut en disant on va monter crescendo, on va prendre notre temps. Si vous adhérez au discours, moi je vous promets que derrière les choses vont arriver, ça prendra le temps que ça prendra, mais ça va arriver. Donc quelque part la saison elle est magnifique, elle arrive peut-être même plus tôt que ce que j'aurais pu imaginer par rapport à la construction. Et encore une fois, je pense que tout le mérite en revient et à Dan Campbell pour ce discours et ce message qu'il a fait passer et l'adhésion totale des joueurs, parce que je crois qu'il n'y a pas un joueur qui ne croit pas au projet et à son head coach. Et quelque part, peut-être qu'un head coach, en fait, c'est ça vraiment. C'est un mec qui fait adhérer au projet plus qu'un génie, un play caller de fou, tout ce qu'on veut. Les play callers, ils sont sur les coordinateurs. Lui, il est là pour faire adhérer tout le monde, pour emmener tout le monde dans le même bateau. Et à Bradon, qui, depuis 3 ans, nous sort des masterclass sur les 3 dernières drafts depuis qu'il est là. Il n'y a quasiment pas de déchets. Alors qu'avant, Dieu sait si chaque année, il y avait des déchets à peu près à chaque fois. Les first round, 2 fois sur 3, c'était un échec. Les mecs, quand ils arrivaient, même quand ils étaient bons, fin de contrat rookie, ils se barraient parce qu'ils n'avaient certainement pas envie de rester. Là, on est sur toute autre chose. Donc, comme je le disais, ça drafte bien. Je pense vraiment, il y avait eu des prémices l'an passé, quand on signe Cam Sutton, quand on signe CJ Gardner-Johnson. On commençait à voir que certains mecs dans la ligue se disaient ça peut peut-être être pas mal d'aller à Détroit. Alors, ils ne signent pas des contrats longs pour l'instant, Emmanuel Mosley, mais je pense qu'on va devenir en plus attractif pour les free agents. On a de l'espace et de l'argent à dépenser. Et même si ça ne doit pas passer dimanche, avec une finale de conf,
tu te positionnes comme à minima une des 4 meilleures équipes, voire là, techniquement, stricto sensu, une des 2 meilleures équipes de ta conférence. Et je pense que là où on a des grosses faiblesses, il y a moyen d'aller chercher des free agents intéressants et continuer à construire comme ça. Donc, pourvu que ça dure, surtout, j'ai envie que la construction se poursuive. Et je pense que vu les gars en place, personne ne prendra ça pour acquis. Surtout, c'est ça le plus important. C'est pas une finalité. Même si on perd là, c'est pas une finalité d'être arrivé en finale de conf. L'objectif, ça sera de faire au moins aussi bien l'an prochain, voire mieux évidemment, et d'arriver à pérenniser un truc qui dure sur plusieurs années. Si c'est pour faire un truc qui va durer 1 an, 2 ans où tu as des résultats et derrière tu replonges, il n'y a aucun intérêt. Kevin, toi, tu penses quoi de cette équipe de Détroit ? C'est une équipe que je m'intéressais peu. Alors, je l'ai suivi un petit peu à l'époque de Matthew Stafford, Calvin Johnson, parce que c'était magnifique à voir jouer. Ça gagnait pas souvent, mais c'était magnifique à voir jouer. Et puis, on les a un peu perdus de vue. Et l'année dernière, je suis tombé amoureux de cette équipe. C'était une équipe jeune, qui jouait, qui se posait pas trop de questions, qui envoie, et puis advienne que pourra. Ils ont raté les playoffs de peu, il me semble, l'année dernière. Ils y étaient pas juste. À la fin, je faisais partie des déçus parce que j'aurais aimé voir surtout cette jeune équipe en c'est les playoff. Seahawks en plus qui vont plutôt. C'est ça, on ouais, rate la qualification l'an passé parce que, en gros, il fallait qu'on gagne à Green Bay et que Seattle perde face à Los Angeles, face aux Rams. Mais Seattle jouait plutôt dans la soirée parce que le match avait été décalé en Sunday night pour le Packers Lions. Et les Seahawks jouent plutôt dans la soirée. Si je ne dis pas de bêtises, vont en prolongation contre les Rams. Il y a 1 ou 2 calls un peu litigieux en faveur de Seattle, notamment dans la prolongation et notamment des pénalités qui font avancer Seattle offensivement pour aller gagner le match. Et derrière, donc nous, on se retrouve une demi-heure après la fin du match des Seahawks en Sunday Night Football sur le terrain des Packers, sachant que nous, on ne peut plus rien faire, que les Packers, eux, s'ils gagnaient, éliminer les Seahawks et aller en play-off. Et on a réussi à gagner au Lambeau Field, à les éliminer alors que nous, on n'avait plus rien à jouer et que les mecs l'avaient appris 30 minutes avant le match. Et ça, c'était pour moi un match qui en disait long sur l'état d'esprit de l'équipe et sur ce dont étaient faits ces mecs-là parce que, ah ouais, nous, on n'ira pas, vous êtes rivaux de division, vous n'irez pas non plus. Même si nous, on n'a rien à jouer. Alors évidemment, il y a des mecs qui ont changé depuis. Mais je pense qu'au-delà de la deuxième partie de saison, c'était un truc fondateur. Et comme tu dis, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont pris d'affection pour les Lions depuis 1 an et demi. Parce qu'il y a eu un gros turnaround de la saison à la mi-saison l'an passé. Et c'est l'histoire de la franchise de la loose qui se met à gagner. Donc forcément, ça plaît un peu. C'est du renouveau. C'est cool, quoi. Et puis nous, on les avait vus de près puisque c'était notre match d'ouverture cette saison-là, justement. Et c'était un peu les nouveaux Lions. Ils débarquaient à ce moment-là. Et puis, on avait pris le large très, très vite avant de finalement se faire remonter et puis finir une possession. Mais tu parlais de l'arrivée de Campbell et de son discours. Moi, je l'ai vu en conférence de presse. J'ai revu sa conférence de presse récemment où il disait on va leur faire manger leurs dents. Voilà, c'était le discours très, très violent en conférence de presse. Et puis, il y a plein de journalistes qui lui sont tombés dessus à ce moment-là en disant ça marchera jamais, c'est ce genre de discours, ça fait pchit assez vite. Toi, t'en avais pensé quoi à ce moment-là ? T'avais de l'espoir en le voyant arriver ou tu disais t'étais un peu sceptique ? Je me suis dit que j'allais laisser la chance au produit de base quand il a signé, notamment parce qu'on sortait quand même de l'ère Matt Patricia et c'était compliqué de faire pire. Voilà, j'ai prévenu d'ailleurs cette saison mes potes fans des Eagles quand il est arrivé que si ça allait mal, ça allait être encore pire après. Je crois que je ne me suis pas trop trompé, malheureusement. Je voulais lui laisser sa chance, mais j'ai pas apprécié spécialement le discours. Même si aujourd'hui, a posteriori, en fait, je le vois différemment par rapport à ce qu'il avait dit, par rapport à ce qu'il a pu redire ensuite aux joueurs, et pas forcément devant la presse, mais quand il parlait aux joueurs, et par rapport à ce qui s'est passé dans les faits, à la mentalité des mecs et à leur attitude sur le terrain et tout, je comprends un peu plus le truc. Mais c'est vrai que sur le moment, j'avoue que je me suis posé quelques questions, et puis. A posteriori, quand tu remets tout ça cul à cul, que tu repenses à tout ce qu'il a pu dire, tout ce qu'il a pu faire, quelque part, ça correspond à la mentalité de la ville, à l'histoire de la ville, à ce que cette franchise aurait dû être. Donc, je fais mon mea culpa comme je fais mon mea culpa et je l'ai déjà fait sur Jared Goff, sur qui j'ai pas mal craché au début quand c'était compliqué, y compris pour lui, et de qui j'ai aucun problème à dire aujourd'hui que c'est un très bon quarterback. C'est pas forcément le mec qui va te faire gagner des matchs, mais quand le système est bon, à minima, il saura parfaitement l'exécuter pour que les choses se passent bien. Donc, les deux, j'ai pas forcément été convaincu au départ, mais j'ai plus rien à leur dire aujourd'hui. Gonzague, toi, ton avis sur l'équipe de Détroit ? C'est une équipe pour laquelle j'ai toujours eu de la sympathie pour son côté loser magnifique. Depuis surtout la fameuse saison dont tout le monde parle, le fameux 0-16. Où Culpepper et ses acolytes avaient montré un niveau de médiocrité que je n'avais jusqu'alors jamais vu en NFL. Et en fait, depuis, cette équipe se cherchait.
se cherchait une identité, et on sentait qu'elle avait envie de sortir de cette situation, et c'est pourquoi j'ai toujours eu un peu de sympathie à défaut de les supporter. Là où je vais un peu rejoindre l'idée, c'était concernant l'arrivée de Dan Campbell. Moi, j'y croyais pas du tout. Pour être honnête avec vous, j'y croyais pas du tout. Je trouvais que le choix était pas bon parce que son discours à l'arrivée me faisait étrangement penser à un ancien coach qu'on a vu chez les Niners qui a fait complètement pchit, qui était Mike Singletary. C'est-à-dire un discours extrêmement bruyant, presque guerrier. Et en fait, quand on gratte un peu, mais en fait, t'as rien dit. T'as rien dit de particulier. Et en fait, moi, je me suis dit, en fait, c'est du vent. J'avais beaucoup de mal à croire à ce projet. Et paradoxalement, la mayonnaise a pris. Il y a eu l'arrivée aussi d'un très, très bon general manager. Je trouve que l'équipe va vraiment sur de bons rails depuis quelques temps. L'équipe draft très, 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 très bien. Vous connaissez l'amour que je porte pour le foot universitaire et pour la draft en particulier. Et cette équipe, en fait, draft en fonction de ses besoins, n'a pas vraiment d'intérêt pour est-ce qu'on reach ou est-ce qu'on reach pas. Et en fait, je trouve que cette équipe est vraiment sur de très très bons rails et l'avenir est radieux pour eux. Parce que comme tu l'as dit très justement, il y a une gestion du cap space qui est brillante, vraiment brillante au sein de cette équipe. Et ça va vraiment dans le bon sens. Donc, cette équipe me fait de plus en plus peur année après année. Et en plus de ça, le jeu est explosif. Moi, j'apprécie énormément les schémas offensifs très diversifiés que propose le coordinateur offensif des Lions. Et c'est un plaisir à voir jouer. Avec des joueurs comme Jahmyr Gibbs, Sam Laporta que j'adorais. Alors, en plus de ça, vous savez que j'adore Iowa à l'université. Ils draftent que des joueurs d'Iowa. Donc, j'imagine qu'en 2024, ils vont trader up pour aller chercher mon chouchou de la draft, Cooper DeJean, qui en plus de ça correspond à un besoin chez eux. Bref, l'avenir est radieux. Et voilà, donc bravo Lions. Et continuez comme ça, mais faites juste une pause, le temps d'un dimanche face à nous, et ça nous ira très bien. Gonzague a placé son Iowa comme dans chaque épisode du Facebook Podcast. C'est un classique. En même temps, il a raison, hein, parce que vu les saisons que font Laporta et Campbell dans une moindre mesure, je suis pas mécontent qu'on ait regardé encore une fois du côté d'Iowa. Ah, nous, on a un petit gars d'Iowa depuis plusieurs saisons qui joue tight end et on l'aime beaucoup, donc on est content aussi de ce qui se passe. Ah, c'est une machine à former les tight ends. Iowa Notre-Dame, on est sur deux des programmes peut-être qui sont les plus de confiance entre guillemets quand tu veux aller chercher un joueur comme ça et savoir que tu as un mec qui arrive et qui est pro ready, quoi. Olivier, toi, ton avis sur l'équipe des Lions, on sait, tu l'as dit à plein de fois, tu es un fan ultime de Barry Sanders, donc forcément, Détroit, ça doit te parler. Voilà, moi, bien entendu, c'est encore moi le plus vieux. Je pensais que Benjamin, mais non, il est encore plus jeune que moi lui aussi. Donc, moi, j'ai vu jouer la finale de conférence. Bon, à l'époque, on n'avait pas la retransmission qu'on a maintenant, mais ils en avaient parlé sur Canal. Et oui, moi, je tombe amoureux de Détroit pour un joueur. Comme je dis toujours, mon équipe, c'est les Niners, et après, je suis amoureux de joueurs. Barry Sanders, c'était de la poésie en mouvement. Et c'est pour ça que j'ai toujours une tendresse pour les Lions. Parce que Barry Sanders. Et ça m'a suivi. Jusqu'à toutes les années que j'ai regardé où j'ai suivi le foot américain, et maintenant qu'on a nos émissions, ça tombe bien pour moi. Les Lions recommence à avoir une super équipe. J'adore leur coach parce que il a un côté, moi j'aime beaucoup ce côté, il a des couilles. Il va tenter des 4e et 12, il tente des trucs improbables. Je te dis, ouais, il est fou, mais moi j'aime ce côté, ce côté complètement jobard. Est-ce que tu disais, Benjamin, c'est vrai, il a embarqué tout le monde avec lui. Et Goff, qui était un quarterback que je trouvais, allez, je vais rester poli, constipé. Au mieux. Maintenant, je le trouve décontracté. Je le trouve, il joue et sur son visage, il y a plus la même chose. En plus, c'est un feu d'artifice offensif. C'est aussi un feu d'artifice défensif, mais dans l'autre sens. Non, c'est rigolo à voir. C'est frais, c'est funky. C'est l'équipe que tout le monde veut voir au Super Bowl. Tout le monde sauf nous, mais voilà, je ne serais pas fan de San Francisco. Je serais très très content de voir les Lions au Super Bowl. Mais là, voilà, si c'était pas contre nous, Benji, j'aurais été pour vous. Il n'y a pas de souci. Mais là,
Là, je peux être que pour les Niners, mais ouais, franchement, ça fait plaisir. Sincèrement, ça fait plaisir de voir cette équipe parce que ça mérite. Et puis, que tu disais, c'est vrai. Pendant longtemps, c'était les Pistons qui régnaient sur la ville, eux qui étaient ridicules. Et maintenant, c'est eux qui ont trouvé ce côté guerrier, cette âme de battant. Moi, j'ai connu les Bad Boys de Détroit au basket. Pareil, la période où ils ont gagné le titre dans les années 2000, c'était cet esprit-là. Et je le retrouve avec l'équipe de NFL de maintenant. Donc, franchement, c'est cool et ça fait plaisir pour cette ville. Alors, la ville, elle a mangé son pain noir, hein, de manière générale. Oui, il y a eu les Pistons, comme tu dis. Il y a eu les Red Wings aussi, qui à une époque étaient énormes en NHL. Mais depuis la fin des années 2000, que ce soit les Tigers en MLB, les Red Wings en NHL, les Pistons en NBA ou les Lions, ça fait une bonne grosse décennie, voire un peu plus, que tous les sports majeurs américains étaient en berne à Détroit. Donc la ville était un peu aussi... était un petit peu triste à ce niveau-là et voir les scènes de liesse dans les rues après les matchs et tout, là, c'était complètement dingue. L'ambiance au Ford Field, ils ont encore battu le record qu'ils avaient fait au tour précédent en termes de décibels. Maintenant, c'est le 3e plus haut total qui a jamais été enregistré dans l'histoire de la NFL. Ça montre bien aussi tout ce qu'il y avait derrière et toute cette attente. Et même si encore aujourd'hui, Campbell, sur ses play calling, des fois, il nous rend fou, tout le monde a aussi, entre guillemets, accepté l'idée et adhéré à son fameux discours là, qu'il a fait en cours de saison où il a dit de toute façon, si vous n'êtes pas content, c'est pareil. Et si vous n'êtes pas content, vous avez qu'à aller acheter des couches si vous vous faites dessus. De toute façon, ça sera comme ça et on l'a bien compris. Et il va continuer. Et même si ça doit être un échec dimanche et qu'il appelle une 4e et 7 en première mi-temps sur nos 35 yards et qu'il veut la jouer, il la jouera, il ne se posera pas de questions. Il vivra et il mourra avec ses idées. Jusque-là, ces idées, elles l'ont quand même amené en finale de conf. Donc, même si des fois on reste dubitatif, force est de constater que bon, c'est pas si mal. On va passer vraiment dans le match. Benjamin, justement, tu t'attends à voir quoi dimanche comme genre de match? Honnêtement, je sais pas trop à quoi m'attendre parce que je sais pas trop à quelle équipe on va avoir affaire, surtout. Est-ce qu'on va avoir affaire aux Niners qui, à part le trou d'air des 3 semaines en milieu de saison et le match où ils sont passés à côté face aux Ravens, ont quand même globalement maîtrisé quasiment tous leurs matchs tranquillement, en démarrant bien, en mettant de la pression sur l'adversaire et en le laissant peu respirer, en le laissant peu espérer tout simplement d'avoir quelque chance que ce soit dans le match? Ou est-ce qu'on va avoir ces Niners qui, quand Debo n'est pas là, s'il n'est pas là, tu as l'impression qu'il y a plus qu'un joueur qui manque, alors qu'au final, ça ne reste qu'un joueur et que vous avez plein d'autres bons joueurs et bons receveurs et bons running backs si on considère qu'il fait les deux. Et ces Niners qui, contrairement aux Ravens, qui ont pris un peu de temps mais qui ont quand même réussi à vite retrouver du rythme, ont eu du mal, après une semaine 18 avec les remplaçants sur le terrain, une bye week, à redevenir l'équipe qu'ils étaient sur la deuxième partie de saison. Donc, comme je ne sais pas trop quelle équipe j'aurai en face, et en termes de physique, et en termes de rythme, et en termes de joueurs, surtout par rapport à Debo, je ne sais vraiment pas à quoi m'attendre. Je pense qu'on va prendre beaucoup de points, c'est une quasi-certitude, parce que vous avez toutes les armes pour nous faire chier avec un running back qui est excellent sur les screens, qui est excellent sur les petits checkdowns, qui fait rater des plaquages, avec des receveurs qui sont capables de courir à peu près tous les tracés, court, middle, profond, et avec un QB qui, quand il est bien protégé, en général, sait distribuer le ballon comme il faut. Vous avez tout ce qu'il faut pour venir, encore une fois, faire ce que Baker Mayfield a fait avec Mike Evans, ce que Matthew Stafford a fait avec Puka Nacua. À ce niveau-là, je ne vois pas comment on peut encaisser moins de minimum 25 points, grand minimum, parce que vous avez tout ce qu'il faut. Maintenant, est-ce que nous, on va être capable de tenir l'enjeu? Parce que mine de rien, la plupart de nos joueurs, il y en a très peu qui ont connu ces hauteurs-là, voire aucun. Et il y a une pression supplémentaire, même si tout le monde dit qu'ils n'ont rien à perdre, il y aura quand même une pression supplémentaire pour les joueurs sur le terrain. Est-ce que ce trio Campbell, Johnson, Glenn, il va être capable de faire face à ce que Shanahan et Co auront à leur proposer? Est-ce qu'on va être capable de bien rentrer dans le match? Parce qu'en général, si on se prend un éclat comme vous êtes capable de faire tôt, ça se finit très souvent en éclat à la fin du match. Et en général, quand on a mal commencé les matchs, on a toujours été loin à l'arrivée. Il y a tellement de critères et de choses qui rentrent en ligne de compte que j'avoue, perso, je ne sais pas trop à quoi m'attendre. Olivier?
Ouais, ben moi je pense que c'est un match, comme l'a dit Benjamin à juste titre, si on joue à notre vrai niveau, et comme le dit Kevin depuis le début de la saison, si on joue à notre vrai niveau, de toute façon, il n'y aura pas photo. Il n'y aura pas photo parce qu'on est trop fort, on est trop complet. On l'a dit nombre de fois incalculable. Si tu choisis ton poison, tu nous empêches de courir, on va jouer avec les receveurs. Si tu te bloques sur les receveurs, on va faire jouer Kittle, il peut faire un match à 170 yards et mettre 2 touchdowns. Voilà, ça on le sait qu'on a trop d'armes. Notre plus gros adversaire, c'est nous-mêmes. Après, si on se met vraiment à jouer comme on sait le faire, c'est un match ça devrait dérouler avec première mi-temps tranquille, avec ce petit écart, et troisième quart-temps, on fait notre spécial grosse accélération. Ensuite, ils ont quand même comme point fort l'attaque aérienne. Et je vous rappelle que nous, on joue à 10. D'après ce que j'ai compris, ils ont quand même pas prévu d'enlever le Nili Simoine. Il est encore sur le terrain. Je vais rester poli, ce pied paquet d'Ambry Thomas. Donc, quand je vois des mecs comme Amon-Ra St. Brown et tous les autres receveurs qu'ils ont, j'ai très peur parce ça va être sur de boucheries de ce côté-là. Il faut vraiment qu'on empêche Goff de jouer. Si Goff commence à distribuer, c'est un match qui peut faire du 44-46. Et parce qu'on n'a pas je pense pas qu'on aura les moyens. Ward, il peut pas être de partout. Donc, le mec qui sera du côté d'Ambry Thomas, il va nous faire très mal. Kevin? Tout le monde parle du duel à distance, un peu Jared Goff, Brock Purdy. Alors oui, il y a des énormes armes, surtout même côté Lions, je veux dire Amon-Ra St. Brown, mais il faut aussi des receveurs un peu sous-côté, je trouve, avec Jameson Williams, Josh Reynolds. C'est très très fort. Il y a du Sam Laporta, mais ce qui m'intéresse le plus dans ce match, c'est vraiment le jeu au sol des deux équipes. Nous, on est très performants quand Christian McCaffrey est très en vue. On l'a vu toute la saison. C'est important que Christian McCaffrey performe. Et puis eux, de leur côté, ils ont un jeu au sol très très fort et on a vu à quel point on avait du mal ces dernières semaines à stopper le jeu au sol. Et si on veut les stopper, pour moi, c'est avant tout les empêcher d'aller au sol pour les forcer à passer le plus possible. Et à ce niveau-là, on sait, on est une des équipes qui intercepte le plus dans la ligue. Donc c'est vraiment l'axe majeur. Et puis faire aussi attention évidemment à Aidan Hutchinson. C'est un gars qui a fait entre 1 et 3 sacs par match sur les 5 dernières semaines. Il marche sur l'eau, il est exceptionnel. Donc va falloir que notre ligne offensive arrive à le contrer un petit peu. Mais ouais, ça ressemble à ça. Mais évidemment, comme l'a dit Olivier, je pense que si on joue à notre niveau, il ne devrait pas trop y avoir de problème normalement. Mais qu'on a vu face aux Packers, c'est les playoffs. On ne sait pas trop où on va avec cette équipe. Ils sont capables du meilleur comme du pire. Donc voilà, on va voir. Gonzague? Écoute, moi je vois quelques points communs avec notre match précédent face aux Packers. Benjamin, tu m'arrêtes si je dis une bêtise, mais c'est une équipe. Alors c'est vrai que nous, par exemple, les 49ers, on est une équipe qui est extrêmement équilibrée dans l'ensemble. Les Lions a de très bons key players, mais par contre, en termes d'équilibre, c'est un peu moins ça. Sauf erreur de ma part, ils ont une défense contre la passe qui est 26e ou 27e de la ligue, versus une défense contre la course qui, sauf erreur de ma part, est 5e. Donc, plutôt assez efficace. Là où je vais rejoindre assez Kevin, c'est que, contrairement à ce que j'entends un peu partout et que j'entends également à nouveau de la part d'Olivier, c'est que sur le papier, on pourrait croire facilement que ça va être un match avec beaucoup de points. Et moi, paradoxalement, je pense qu'une des surprises qu'on va avoir dans ce match-là, c'est qu'il y en aura un peu moins que prévu, car je pense que chaque équipe connaît un peu les forces et les faiblesses en face, et ils vont tout faire pour partir sur des drives longs, essayer de maîtriser le tempo au maximum. Et je m'attends en fait à des points évidemment, mais pas l'avalanche qu'on nous promet. Et il n'est pas exclu que les défenses surprennent un peu les attaques de part et d'autre. On sera sur un match serré. La gestion de l'horloge, comme d'habitude en playoff, sera extrêmement importante. Mais si les Lions veulent pouvoir rivaliser avec nous, il est évident qu'il va falloir hausser le niveau de jeu contre la passe. Parce que si on commence à faire quelques petites passes intermédiaires, je pense que là, ça peut faire très très mal aux Lions par rapport à ça. On a vu Sutton vraiment en difficulté face à Mike Evans, avec Brandon Ayuk qui va avoir un profil de receveur complètement différent, très très bon dans les tracés, extrêmement vif, et j'ai trouvé Sutton quelque peu emprunté. Et il y a clairement pour moi un point faible côté Lions par rapport à ça face à notre équipe. Donc essayer de partir peut-être sur des schémas de passe courtes côté 49ers et avancer comme ça. Et ça me paraît assez opportun. Et McCaffrey notamment
à la passe, entre autres, peut être extrêmement dangereux également. Voilà. Après, je pense qu'il faut pas se focaliser que sur Sutton. Il s'est fait brûler sur ce match-là par Evans. Ça reste un bon cornerback NFL pour moi, pas le meilleur, mais ça reste un bon cornerback. J'ose espérer qu'il ne vivra pas à chaque fois des matchs aussi durs, parce que c'est pas toujours lui qui est responsable. Mais ce qui est sûr, c'est que oui, comme je l'ai dit, dernier match c'était Evans, le match d'avant c'était Nakua, le match d'avant c'était Jefferson, le match d'avant c'était CeeDee Lamb. À chaque fois, le top receiver, il a terminé à les minima 120, 130 yards, grand minima, en s'étant baladé tout le match. On peut se faire découper sur des passes courtes, on peut aussi se faire découper sur des passes longues parce qu'à chaque fois on en prend. Et notamment, je pense que de votre côté, et de toute façon, on sait très bien que les mecs font leur boulot et préparent bien leur match. On a une grosse faiblesse sur tout ce qui va être 3e et 4e longue. On prend au moins 1 ou 2 fois par match des 3e et 15 ou plus, voire des 4e et 15 comme on a encore pris dimanche. Donc, il suffit d'être un peu agressif. Et si tu as plusieurs tentatives, il y a un moment donné, ça va passer. Et par rapport à ce que tu disais sur nous, notre attaque, etc., notamment notre jeu de course que vous disiez, il risque d'y avoir aussi un gros problème, c'est que quand tout le monde est là, je pense qu'on a une des meilleures lignes offensives, voire peut-être la meilleure ligne offensive en termes de complémentarité de toute la NFL. Sauf qu'on va avoir un Frank Ragnow qui va être allé à 75-80% au mieux parce qu'il s'est fait le genou et la cheville, même s'il a terminé le match dimanche. On va avoir un Jonah Jackson qui est absent, qui dans le meilleur des cas pourrait peut-être revenir au Super Bowl, mais qui vient de se faire opérer du ménisque après le match de dimanche. Ça fait quand même 2 pièces importantes qui ne seront pas là ou pas à 100%. Et donc, je ne suis pas sûr qu'on puisse avoir autant de protection pour Goff et autant de lignes ouvertes pour la course. Donc, ça fait encore une fois des arguments qui font que, comme vous le disiez, si vous jouez votre jeu des 2 côtés du terrain, au niveau des 2 escouades offensives comme défensives, vous avez largement ce qu'il faut pour limiter la casse. Et autant je peux croire que vous pouvez nous bloquer à moins de 20 points, autant croire que nous, on peut vous bloquer à moins de 20 points, même si Debo n'était pas là, j'ai un peu de mal à y croire. Ouais, c'est évident. Vas-y. Juste une question. Donc, c'est ton centre et ton garde le centre qui est blessé. Le centre et le garde gauche. C'est le garde, depuis le match de dimanche, c'est le gars qui n'a pas fini le match. D'accord. Ok. Et il est revenu justement. Juste une petite anecdote. Gonzague, tu as fait ton plan de jeu, tu sais que Shanahan, il ne te coûte jamais. Hein. Donc, ça fait. C'est vrai. Depuis de saison, tu t'es toujours trompé. Donc, mesdames, messieurs, comme d'habitude, vous savez que Kyle, il n'écoutera pas Gonzague. Moi, j'ai toujours ce défaut de vouloir m'appuyer sur les sur les faiblesses des adversaires, alors que Shanahan a plutôt tendance, dans son état d'esprit, à s'appuyer sur ses propres forces. C'est un peu parfois ce qui nous différencie, lui et moi. D'ailleurs, je pense que c'est tout sauf un hasard, même si on a encore eu un autre blessé, Brock Wright, notre tight end. C'est tout sauf un hasard si le tight end qu'ils sont allés chercher. Moi, je l'avais appelé de mes voeux quand Laporta s'est blessé en semaine 18 et Zach Ertz, parce que mine de rien, c'est un mec qui vous a affronté 2 fois par saison sur les 3 dernières années. Et au-delà d'apporter son expérience des playoffs, sa qualité en tant que tight end, receveur et un peu bloqueur, je pense qu'il y a aussi de ça dans le fait qu'ils soient allés le signer cette semaine pour le Maxwell Practice Squad. C'est pour essayer, au-delà de ce qu'ils ont pu voir et apprendre par la vidéo, d'en savoir un peu plus sur vous. Enfin, si les mecs des Cards avaient su comment nous battre, ils nous auraient battus. Je crois que c'est pas un souci de connaissance. Chez vous l'an dernier ? Non, là l'année dernière on fait 6-0 en division. Alors l'année d'avant, parce que je me souviens c'est l'année d'avant, Avec Colt McCoy, l'histoire de Colt McCoy. C'est la dernière défaite qu'on fait cette année-là. Après ce match-là, on avait dit qu'on était catastrophique et après on a gagné tous les matchs jusqu'à perdre contre les Rams en finale de conférence. C'est ça, c'est il y a 2 saisons. En fait, le problème, c'est juste que c'est Kyler Murray qui gagne pas contre nous. Il faut mettre Colt McCoy et ça suffit. Benjamin, pour toi, ce sera quoi le facteur X du match ? Le facteur X du match, votre défense. Si elle est à son niveau, on peut pas gagner. Parce que je vois pas comment on joue les yeux dans les yeux, même si on a une attaque ultra dynamique et capable de trouver du rythme, de trouver des solutions et tout. Si votre défense est au niveau, joue au niveau d'une défense top 3 NFL, pour moi, on peut se prendre même si le profil d'équipe est différent, on peut se prendre une correction comme ce qu'on avait pris à Baltimore. On était arrivé un peu en bombant le torse. Ça y est, on va se tester là. On est en début de saison, on devait être à 6-1, 6-2 quand on va à Baltimore, un truc comme ça.
et on a pris une claque gigantesque. Alors, vous n'avez pas le même profil de QB et on a encore plus de mal à défendre face au QB mobile. Donc, autant dire que si jamais par chance et par miracle, et Inch'Allah, c'est tout ce que je souhaite, on se qualifie ce dimanche, j'espère qu'il y aura les Chiefs en face, même si c'est très dur de battre 2 fois Kansas City dans une saison, de battre Patrick Mahomes au Super Bowl, tout ce qu'on veut. Pour moi, vraiment, l'équipe face à laquelle on a 0 shot, c'est les Ravens. Donc, mais si votre défense est au niveau, je ne vois pas un monde où on s'en sort. Parce qu'en plus, d'ailleurs, on peut rajouter ça, les stats de Goff, elles sont extrêmement parlantes. Quand la poche le protège bien, il est exceptionnel. C'est même pas il est bon, il est exceptionnel. Face aux Rams, il fait un 22 sur 22 quand la poche a tenu. Le mec n'a pas raté une passe. Mais par contre, chaque fois qu'il avait été mis sous pression, ça a fait 0 sur 5. Si vous lui mettez la pression, et Dieu sait que vous avez une D-line qui, sur le papier, quand même, est un tout petit peu capable de mettre la pression, il ne va pas exister. Et c'est là où il se met à faire des erreurs. Et comme vous l'avez dit en plus, vous avez une défense qui est tout à fait capable de créer des turnovers, que ce soit des fumbles de sa part ou des interceptions. Je ne vois pas un monde où on s'en sort. Kevin, ton facteur X? Notre défense contre la course, ça a été le gros problème des dernières semaines. Même le running back numéro 3 des Packers nous perçait comme s'il n'y avait rien devant. Donc c'est ça, surtout avec le corps de running back exceptionnel des Lions. Je veux dire, la paire Montgomery-Gibbs, c'est exceptionnel. Ils sont capables de prendre des courses, de prendre des petites screen passes, de faire 40, 50 yards. Bon. Donc pour moi, c'est là-dessus que ça se joue. Et si on veut pas prendre trop de points, ça passe aussi par ça et réussir enfin à stopper les running back adverses. Olivier, à part Ambry Thomas? Non, je ne parlerai pas d'Ambry Thomas. Je poserai la question tout à l'heure à Benjamin. Je poserai des questions, mais non, moi, Benjamin, il a spoilé mon facteur X. C'est exactement ça. C'est mettre la pression sur Jared Goff. Goff, si tu lui mets la pression, il sait plus jouer au football américain. Ça devient un quarterback de tout petit niveau et ça lui plaît pas. Il y a des quarterbacks comme Joe Burrow que ça dérange pas de prendre des pumps. Lui, par contre, on sait que si tu lui mets la main dessus une fois ou deux, après il a les genoux qui flanchent et il a tendance à regarder ce qui se passe autour de lui pour protéger sa vie. Donc du moment que le Predator et Bosa vont se mettre en mode Predator et Bosa, on se facilitera le match, donc pour moi c'est à ce niveau-là que ça va jouer. D'ailleurs, vous faites bien chier parce que Chase Young, je l'aurais bien récupéré. Pour le coup, il nous manque un pendant à Hutchinson, le mec de l'autre côté qui va justement libérer un peu de pression pour Hutchinson et amener une vraie menace qui peut arriver à tout moment de tous côtés, même si sur le dernier match, on l'a bien fait avec notamment les safety blitz de Meli Fonwu et Brian Branch. Chase Young, c'est vraiment quand il y a eu la trade deadline, qu'on a su notamment que Montez Sweat et Chase Young allaient probablement partir de Washington. J'avoue que j'espérais vraiment secrètement qu'ils aillent en chercher un des deux. Mais encore une fois, j'ai une telle confiance maintenant en Brad Holmes, même si sur le moment, à chaque fois, je me dis, comme lors de la dernière draft, ou quand il prend Gibbs en 12, je me dis, franchement, quand même, Gibbs 12 et tout. S'il l'a fait, c'est qu'il y avait une raison. Soit parce que en allant le chercher, il le payait trop cher et il avait la garantie qu'il ne resterait pas après, ou peut-être parce que il s'est dit il va signer à San Francisco, mais il sera fin de contrat derrière et peut-être qu'il y aura moyen de le signer ensuite, j'en sais rien. Mais j'avoue que Chase Young, face à Hutchinson, là, la jeunesse des deux, si Young reste en santé, ça aurait pu être lourd. Ouais, en parlant de ça, tu l'as dit à maintes reprises cette saison sur Bein que tu t'étais planté sur Gibbs, que tu n'étais pas content et finalement tu regrettais. Moi, quand je l'ai vu jouer là, surtout le dernier match en entier, il y a des moments, il y a des écarts, ça me fait penser à quelqu'un quand même. Je suis bien d'accord. On est d'accord, Benji, parce que quand je l'ai vu changer d'appui, j'ai dit qu'est-ce que c'est ça? Ça faisait longtemps que j'ai pas vu un coureur de Détroit. Et en plus, cette façon, d'un coup, il prend, il change d'appui. Voilà, je lui souhaite. Il y avait eu un jeu comme ça aussi face aux Vikings. Je crois que c'était en 18e semaine qui a fait le tour des réseaux où il met un juke, mais il assassine le DB en face qui part complètement de l'autre côté et tu vois le truc et tu te dis saison, attendons de voir, on va pas lui mettre. Voilà, c'est pour ça, on va pas le griller, mais oui, on est d'accord. Il a pris son temps pour être intégré à cette escouade offensive et tout. Maintenant, il y a quand même une vraie répartition qui est faite avec Montgomery et des rôles en plus bien distincts, des profils distincts, etc. Mais il y a un truc, et si le gamin se blesse pas, ça peut devenir quelque chose de très intéressant. On est d'accord, ça va. Gonzague, ton facteur X?
Juste pour faire suite par rapport à la draft de Jahmyr Gibbs, c'est vrai que tout le monde s'est dit mais qu'est-ce que c'est que ce choix en 12? Mais en même temps, quand tu vois les choix de Campbell et de Gibbs, ça correspondait tellement à leurs besoins, c'était tellement évident que, en fait, c'est toujours cette logique en effet de se dire tiens, je veux ce joueur en particulier, tant pis si je reach. J'ai mon propre board et je reste fidèle à ça. Donc ça c'est très fort. Alors pour revenir au Factor X, moi je suis très soucieux de voir comment ça va se dérouler au niveau de Sam Laporta parce que on voit que quand il est en forme, il est vraiment la grosse soupape de sécurité de Jared Goff. Or là, il va se taper le trio infernal. Il va se taper Dede Greenlaw, il va se taper Fred Warner, il va se taper Deomodore Lenoir. Donc là, il va vraiment falloir, si les Lions veulent rester en vie, un Laporta, mais de gala, pour pouvoir triompher de ce trio-là. Donc, si Laporta arrive à se défaire, ils peuvent en effet peut-être tenir leur drive et continuer à avancer. Si par contre Laporta se fait bouffer, j'ai peur que le jeu des Lions devienne quelque peu plus stéréotypé que ce qu'on avait l'habitude de voir et que la magie opère moins. Donc, pour moi, ça peut se jouer là-dessus. Par rapport à ce que tu disais d'ailleurs sur la draft, si vous voulez regarder un truc qui est plutôt sympa, alors il faut aimer un peu les Lions, mais ils ont mis sur leur YouTube il n'y a pas longtemps un insight justement sur la draft et sur comment ils ont mené leurs entretiens. On voit des images des entretiens avec les mecs, etc. Pourquoi ils sont allés les chercher et comment ils ont fonctionné pendant les jours de draft. Et en fait, c'est incroyable parce que c'est là où on voit vraiment le jeu d'échecs qui est une draft et le mastermind qui est Brad Holmes parce qu'il annonce les trucs avant que ça se passe à chaque fois. Et il arrive à avoir les mecs au choix qu'il a décidé avant, avec les échanges qu'il fait, etc. Et le truc doit durer 45 minutes, 1 heure, je crois, un truc comme ça, sur le YouTube des Lions. Et vraiment, c'est incroyable parce qu'il y a un peu un côté, si vous aimez le film Draft Day aussi, il y a un peu un côté comme ça où on voit des trucs en inside et on se dit, ah ouais, ça se passe vraiment comme ça. Donc le mec a vraiment anticipé que si, que ça, comme ça. Mais c'est juste absolument génial. Et pour conclure sur Laporta, il ne sera pas à 100%. Voilà, avec la blessure qu'il a eue, il ne sera pas à 100%. Maintenant, ils ont eu une vraie capacité à le mettre sur des mismatchs sur les derniers matchs, à créer des mismatchs avec notamment les DB adverses, à créer des fausses pistes qui libèrent Laporta, et si ce n'est pas le cas, typiquement qui libèrent l'autre tight end comme ils ont fait avec Wright sur un gros jeu qu'on avait déjà sorti d'ailleurs contre les Jets l'année dernière et qui avait amené un touchdown. Donc j'imagine qu'on pourrait avoir Zach Ertz dans ce rôle-là. Mais je ne peux pas croire que Ben Johnson, qui est absolument un mastermind offensif, n'est pas prévu des trucs pour qui est pas prévu des choses qu'on n'ait pas encore vues pour cette finale de conf. Moi, pour mon Factor X, je vais aller sur un joueur, c'est Jawan Jennings, parce qu'on ne sait pas encore si Deebo Samuel sera là ou pas. On est en 50-50 aujourd'hui sur la santé de Deebo Samuel. On saura quasiment, je pense, au dernier moment s'il est en capacité de jouer. Et Jawan Jennings a sorti une super performance contre les Packers. Il a été vraiment très présent là où Brandon Ayuk a été un peu moins en vue. Alors dans le système défensif des Lions qui est un peu moins bon contre la passe, je pense qu'Ayuk va avoir une grosse importance, mais je pense que aussi Jawan Jennings dans un format très différent, beaucoup plus grand, beaucoup plus costaud. Surtout, comme tu l'as dit, Benjamin, en plus avec ces Lions qui ont toujours des soucis sur les 3e et 4e tentatives longues. Jawan Jennings est un spécialiste sur les 3e tentatives. C'est notre soupape de sécurité sur 3e et je pense qu'il va avoir une grosse importance dans ce match-là. On va passer au prono. Prono, ça y est, il va falloir se mouiller. Benjamin, déjà petite question, Benjamin, est-ce que tu seras au commentaire dimanche soir de ce match-là? Pas du tout. Dimanche, je gère le plateau. Donc, c'est-à-dire qu'on prend l'antenne à 20h30, on a beIN Sport 1 pour toute la soirée, ce qui est beau pour de la NFL un dimanche soir. On prend l'antenne à 20h30, donc on fait 30 minutes d'avant-match de présentation un peu et principalement du Chiefs Ravens qui est le premier match. Lolo sera avec moi en plateau toute la soirée. Sardine. Ma moitié, ma sardine. Peter et Phil vont commenter le Chiefs Ravens. On reprendra le plateau à la mi-temps. On reprendra le plateau entre les deux matchs. Alors je dis on reprendra, tout dépendra de la durée parce que ces dernières années, entre les deux matchs, il y a eu très peu de temps. Donc on essaiera de présenter un petit peu avant le premier et si on a le temps un petit peu entre les deux,
le Niners Lions. Et ensuite, c'est Lionel qui commentera le match avec Marco. Et si tout va bien, je vous dis ça parce que j'attends encore les durées de pub qu'on aura à la mi-temps du premier match pour être sûr qu'on le fait, parce que je ne veux pas le faire juste pour une question de principe. Normalement, après avoir eu Darnay Holmes là, qui est passé à la rédac le week-end dernier, normalement, on aura Benjamin Saint-Just, le cornerback québécois des Commanders, qui sera en live, en visio avec nous à la mi-temps du premier match. Cool. Ça, c'est cool. Prono, du coup, Benjamin? Alors, j'ai vu passer un truc sur Internet hier ou avant-hier sur Twitter qui m'a beaucoup plu. Un mec qui a dit qu'il revenait du futur, où il y avait écrit Lions 34, Niners 28. Voilà. D'ailleurs, il y a aussi eu un leak soi-disant de Google du script du Super Bowl qui voyait les Lions gagner 44-31 face aux Chiefs. Voilà. Non, en étant tout à fait raisonnable et tout à fait sensé, je dirais 34-24 pour vous. Allez, ça veut dire qu'on ne sera pas si loin que ça. 10 points, ça ne serait pas une boucherie non plus. 34-24 pour les Niners. Gonzague? C'est drôle, j'étais tout proche de Benjamin. J'avais un 31-24. Kevin? Et je suis encore plus proche, j'avais 31-21. Olivier qui va nous faire un 48-12. Moi, non. Je pense qu'on va gagner avec 2 touchdowns d'écart. Voilà. Il y aura plus 14 pour nous. Mais j'ai pas le score, là. J'ai pas le score. Allez. Non, tu te mouilles. Non, tu y vas. Allez, Donne un score. Allez. Est-ce que tu sais faire un moins 14? Non, je sais pas, c'est ça qui est difficile pour moi. 34-20. Et moi, j'étais sur plus serré, moi, pour le coup. Moi, je vois un 33-29, un truc dans le genre, un truc qui va être tendu à la fin. Ah, c'est Vraiment, bon, j'en ai marre de stresser, là. C'est bon, 5h38, 5h48, après on ne dort pas. Lendemain, on a travail le lendemain, c'est pas bon. Hein. Là, il faut que. Oh, pensez aux gens qui travaillent. Le match, il est à minuit et demi, ça va. Ça sera mais bon, 3h30, 3h45. Ouais, mais bon, si on est qualifié au Super Bowl, tu dors pas après. Voilà, c'est ça le problème. On est tout excité après, on est incouchable. Voilà, Mais, Kevin, il est au Québec, c'est moins gênant pour lui, mais bon. Hein. Effectivement. Mais pour envoyer une petite pique à nos supporters des Cowboys qu'on déteste évidemment avec joie, c'est très drôle de voir que les Lions sont devenus depuis quelques jours l'America's Team, parce que quand tu vois un petit peu les enquêtes d'opinion, quelle équipe vous voulez voir gagner le Super Bowl, tu as 3 petits États, un petit peu espacés les uns les autres, qui correspondent évidemment aux 3 autres équipes, et tu as le reste de la map américaine où c'est Lions. Il y a vraiment ce côté petit pousset. C'est la nouveauté, ça. L'amour de l'underdog, toujours. C'est ça qui entraîne beaucoup de sympathie. Et puis, même si, évidemment, en tant que supporter des Niners, je ne souhaite pas la victoire des Lions en tant que telle, force est de reconnaître, c'est peut-être un peu mon côté un petit peu sentimental par rapport à ça, que j'avais eu beaucoup d'émotions l'année où les Saints avaient gagné le Super Bowl, l'année de Katrina. Je me dis que pour les habitants de Détroit, cette ville qui a tellement morflé au niveau social, au niveau économique, pour beaucoup de choses, qui a eu la loose au niveau du sport pendant des années avec toutes les franchises qu'ils ont, leur donner un petit peu de baume au cœur serait une belle histoire. Ils ont du baume au cœur, c'est bien, là, ils sont en finale de conférence. Mais je souhaiterais vraiment. Ouais, mais oui, mais aller encore plus loin dans la logique, tu vois. Donc, tu nous ennuies là-bas. Évidemment que non, en tant que supporter des Niners, mais si par hasard c'est eux qui passent, alors, quelle que soit l'équipe d'AFC qui ira au Super Bowl, les Lions auront mon soutien. T'es vraiment trop dans l'émotion, là. On va croire que t'as changé d'allégeance, Gonzague, c'est pas bien. Oh, ça risque pas. On va passer aux questions des auditeurs. Vous avez encore été nombreux à poser des questions. Une question sur Twitter de notre ami Jean-Michel Bouchard sur TDA Zappa. Benjamin, côté Lions, quel cornerback est capable de marquer Brandon Aiyuk? Si Aiyuk joue à son meilleur niveau, aucun. Vraiment, aucun. Je pense qu'aucun est capable de le mirror tout le match. Si c'est le Brandon Aiyuk des grands jours, comme on peut voir, malheureusement pas assez souvent à mon goût, même si c'est quand même mieux depuis, je trouve, depuis un an et demi. Si c'est le bon visage, la bonne version de Brandon Aiyuk, aucun de nos cornerbacks n'est capable. Et de toute façon, on sait que c'est, je pense, un secret pour personne, que là, ils ont bien bossé, bien drafté, bien travaillé offensivement. On peut toujours rajouter quelques pièces dans les années qui viennent, mais c'est principalement au niveau de la D-line et au niveau de la secondary qu'il va falloir drafter ou recruter. Donc, non, dans l'état actuel des choses, je pense que Aiyuk, Kittle, Samuel, s'ils font leur game à leur niveau pro bowler / limite même all pro,
personne peut les match. Kevin aussi, deuxième partie de la question. Côté San Francisco, comment empêcher les Lions d'attaquer la profondeur? Je l'ai dit, mettre beaucoup de pression à Jared Goff, et puis empêcher leur jeu au sol le maximum pour forcer Goff à prendre le maximum de passes sous pression. Et puis espérer des ballons facilement interceptables, comme c'est arrivé finalement sur le tard avec Jordan Love la semaine dernière, où on a fini par réussir à l'intercepter 2 fois parce que on a fini par lui mettre assez de pression pour qu'il lance des passes un peu plus compliquées. Olivier, tu avais peut-être un autre avis sur le jeu en profondeur? Je vais juste poser la question à Benjamin. Qu'est-ce que tu penses d'Ambry Thomas? Est-ce qu'il est réellement votre point fort? Est-ce qu'on a tout intérêt à l'attaquer et est-ce qu'on a tout intérêt à faire en sorte qu'Amon-Ra soit face à lui? Je pense que ça sera un secret pour personne. Voilà. Maintenant, moi, ce que j'attends par rapport aux différents match-ups et à ce que peut proposer votre défense, j'aimerais enfin un match référence de Jameson Williams parce que notre véritable speedster au niveau des receveurs, c'est lui. Et je dois avouer que même si par moment il y a eu un peu de progression, qu'il a montré des trucs et tout, il y a quand même des drops assez caractéristiques encore de manière régulière. Et surtout, c'est un gamin dont la vitesse est censée être la première qualité avant toute chose. Et encore dimanche, je l'ai vu 2-3 fois sur des tracés assez, voire même carrément verticaux, se faire mirror par le DB adverse sans créer plus d'un demi-yard de séparation. Et ça, pour le coup, ça me dérange un petit peu. Alors, il est arrivé blessé avec la rupture des ligaments croisés. Il y a eu l'histoire des paris, machin. Mais à un moment donné, il va falloir quand même que cette vitesse, elle se voit aussi au niveau NFL parce que sinon, là, ce sera pour le coup peut-être un des échecs de draft de Brad Holmes. Moi, pour ma part, j'ai toujours trouvé ce joueur un peu surcoté. Pour moi, c'était vraiment le choix de draft que je n'avais pas compris des Lions ces dernières années. Moi, je vais juste rajouter par rapport à la question. Je pense qu'une des clés également, comme disait Kevin, c'était surtout le front 7 et notamment des attaques très fortes par le centre. Benjamin l'a dit tout à l'heure, Ragno n'est pas à 100%. S'il y a un point faible, il faut vraiment titiller, parce qu'en effet, la ligne offensive des Lions est exceptionnelle. Mais s'il y a un point faible pour moi, c'est au poste de garde. Et il va falloir que notamment nos linebackers soient extrêmement agressifs au snap. Et je pense que ça peut être aussi une des clés pour vraiment gêner Jared Goff pour essayer d'attaquer la profondeur derrière. Je ne compte pas sur Ambry Thomas, évidemment. Donc, c'est avant qu'il faut que les choses se fassent. C'est avant le lancer de Goff. Oui, parce qu'on parle de Ragno, qui est une superstar, qui est un des meilleurs centres de la ligue. On ne les a pas cités, mais ça va être aussi chiant de passer sur les côtés avec Penei Sewell et Tyler Decker, qui sont des super tackles tous les deux. Enfin, quand on voit un mec comme Penei Sewell, qui a été drafté très haut, qui faisait des choses extraordinaires à Oregon, qui fait des choses extraordinaires en NFL, mais il est bloqué à droite parce qu'à gauche, il y a Tyler Decker qui est l'encre quasiment de cette ligne offensive. Question suivante pour Olivier. Est-ce que ça change quelque chose? Non, d'ailleurs pour Kevin, tiens, parce que le thème correspond bien à Kevin. Est-ce que ça change quelque chose cette victoire, notamment pour Kyle Shanahan, qui fait un match douteux dans les appels, mais qui pour la première fois avec les Niners gagne un match alors qu'il était mené dans le 4e quart-temps? Est-ce que c'est la fin de Kyle Choknahan? Oui, effectivement, elle me correspond bien cette question. Et écoute, honnêtement, ça m'a fait plaisir de voir qu'il avait fini par trouver les solutions en fin de match, parce que honnêtement, tout le long du match, je me disais, je vais lui mettre une cartouche à la prochaine émission, J'en pouvais plus, il oubliait de donner le ballon à Christian McCaffrey alors que c'est le meilleur joueur offensif de la ligue cette année. Et je commençais vraiment à m'énerver à son sujet. Et puis finalement, il a trouvé des solutions. Et puis il a gagné un match à enjeu, enfin, alors que c'était ce que je disais en début de saison, que c'est ce qui lui manquait pour passer dans une autre catégorie, de gagner ces matchs-là. Donc j'ai envie de dire oui, ça y est, il a trouvé la solution. Et puis cette fois, il va enfin nous amener au bout, parce que honnêtement, il faut le dire, il fait une belle carrière et il mérite d'aller enfin chercher sa bague. Enfin, Kevin. Enfin, on l'a entendu dire du bien de Kyle Shanahan. C'est enregistré, Kevin dit du bien de Kyle Shanahan. Ouais, c'est bon, ça tourne. 65 émissions pour arriver à ça, les gars. 65 putains d'émissions. Petite question pour Gonzague, parce que pareil, on est dans un des thèmes préférés de Gonzague, tu en as parlé tout à l'heure. Ces deux escouades n'ont pas peur du contact et aiment contrôler l'horloge. Le moindre play pourra faire la différence. À part lancer au receveur couvert par le numéro 20, ça va être quoi la stratégie des Lions? Ça, c'est une bonne question. C'est une très bonne question. Moi, je pense que la meilleure stratégie, très sincèrement, avec un Laporta sur une jambe, le voir partir sur l'extérieur, repiquer vers l'intérieur, j'y crois pas. J'y crois pas du tout. Je pense que la solution des Lions, ça va être étirer la défense des Niners au maximum.
jouer sur les côtés, plutôt de la passe courte et vraiment, vraiment étirer le jeu au maximum. C'est vraiment ce que je vois. Et quelques slants, notamment, c'est vraiment pour moi, je pense, la solution des Lions pour nous contrer. Et je vais même être honnête, j'en vois pas d'autres. Le jeu de course des Lions peut être aussi assez efficace. Je rejoins un peu Kevin par rapport à ça, avec notre défense contre la course qui est un peu à l'arrêt. Et je pense qu'enchaîner les petites passes courtes sur les côtés, plus un peu de course pour maîtriser l'horloge et éviter aux Niners d'avoir une attaque trop longtemps sur le terrain, je pense que la clé du succès des Lions, elle est là. D'ailleurs, pour info, on est une des équipes qui tente le moins de passes profondes de la Ligue. Peut-être aussi en lien parce que Jameson Williams n'a pas explosé, alors que s'il était à 100% avec sa vitesse, je pense qu'il y aurait aussi plus de tentatives dans ce domaine. Car Amon-Ra St. Brown était un spécialiste des réceptions avec des temps de balles en l'air assez courts finalement, mais lui, il gagne beaucoup de terrain. Ouais. Il est très bien à San Francisco, ce joueur. Des fous, il serait super sous notre maillot. Après, pour le coup, il est dans une équipe. Mais alors, écoutez-moi bien, jamais de la vie. Lui, il reste à la maison du début à la fin. Oui, non, mais c'est bon, il y a Terry McLaurin, il veut venir chez nous déjà. Tout, il reste à la maison du début à la fin. C'est mon gars sûr. On a Terry McLaurin qui veut venir chez nous et on a Justin Jefferson qui a murmuré San Francisco sur une sideline. Donc c'est pas mal. C'est déjà pas mal. Après, en parlant de Justin Jefferson, quand on les a joués en week 18, les Cams l'ont chopé en train de dire à Amon-Ra St. Brown, tell them to come get me. Alors, si tu rajoutes Justin Jefferson dans cette attaque de Détroit, ça va être autre chose encore. Hein. Justin Jefferson est en train de faire du shopping avec les équipes NFL en fait. En fait, Jefferson, dès qu'il joue une bonne équipe, il essaie de se faire recruter. Donc en gros, moi je suis fan des Vikings, je me pose des questions. Je dis ça, je dis rien. De toute façon, ils n'ont pas réussi à garder Diggs et lui à faire pareil. Hein. Puis voilà. C'est possible. On va passer aux questions sur Facebook. Une question de Jean-François pour Benjamin. Comment devient-on fan des Lions en n'étant pas du Michigan ? L'équipe n'ayant jamais été vraiment sur le devant de la scène, ça me paraît insensé. À ce moment-là. Déjà, qu'est-ce qui vous dit que je suis pas natif du Michigan ? C'est vrai. Voilà, déjà sur le papier. Bon, voilà, Benjamin Bernard est né au Michigan. Si c'est un peu renseigné, je l'ai déjà expliqué, donc il doit savoir, mais juste parce que j'ai commencé à regarder le foot américain dans les années 90 et que justement j'étais tombé sur Canal sur des highlights et des images de match. À l'époque, ils faisaient des formats où il y avait Barry Sanders qui était le papa avec que des enfants en face et puis il allait un peu où il voulait, comme il voulait, quand il voulait. C'est plus ou moins ça. Hein. S'il avait décidé qu'il allait claquer 200 yards et 3 touchdowns, il n'y a pas grand monde qui pouvait lui dire non, mon garçon, t'as tort. Donc j'ai vu ça, je me suis dit, waouh, ah ouais, c'est cool. Au-delà de kiffer le sport, il avait le maillot des Lions sur les épaules. Et il se trouve que depuis que j'ai 5-6 ans, je suis fan de l'OM et que les couleurs des Lions, le bleu des Lions se rapproche un peu de celui de l'OM aussi. Donc l'un plus l'autre, j'ai dit, allez, banco. Et en général, il m'en faut pas beaucoup plus pour choisir une franchise. Par contre, une fois que je l'ai choisi, que ça gagne, que ça perde, et en général, mes équipes, de manière générale, dans le sport, perdent beaucoup plus qu'elles gagnent, je ne change jamais. Donc ça n'a jamais changé. Petite question de Johan Benjamin, quel élément t'impressionne le plus dans notre équipe des Niners et qu'est-ce que tu penses de l'incroyable histoire de Mr. Irrelevant Brock Purdy ? Alors, l'histoire de Purdy, elle est absolument géniale. On va quand même d'ailleurs avoir un premier face à un dernier choix de draft pour le match de ce dimanche. Son histoire, elle est incroyable. C'est tout ce que l'Américain aime. Voilà, pour eux, c'est du pain béni. Le mec sort quasiment de nulle part, dernier joueur drafté. A priori, personne ne le voit jamais être un jour titulaire en NFL et il se retrouve à postuler pour un Super Bowl quasiment directement derrière. Enfin, c'est absolument incroyable. Et quand tu l'écoutes, le gamin, que tu le vois, qui a l'air quand même de rester sacrément humble et tout ça, t'as qu'une envie, c'est de lui sauter aussi de la réussite et que tout se passe bien. Maintenant, si ça se passe mal aujourd'hui, fin dimanche, bon, je lui dirais, Brock, c'est pas grave, tu recommenceras l'année prochaine, tu as tout ce qu'il faut autour de toi, il n'y a pas de souci, voilà. Mais non, j'aime beaucoup le gamin, j'aime beaucoup sa mentalité, j'aime beaucoup ce qu'il fait et j'ai l'impression qu'en plus, il est capable de supporter tout ça parce que ça a été rapide à lui tomber dessus pour les quelques moments où vous avez connu un peu des trous d'air cette saison, notamment cette série de 3 défaites. Et il s'en est relevé et c'est pas pour autant que derrière il a été plus nul ou quoi ou qu'est-ce. Même quand il n'a pas fait un match exceptionnel face aux Packers, ils ont trouvé ensemble et lui aussi le moyen d'aller chercher le match et c'est ça qui reste le plus important et c'est la marque aussi des grands quarterbacks. Donc non, le gamin, j'ai que du positif à dire. Et dans votre équipe, s'il y a des joueurs que j'apprécie particulièrement, je suis un fan énorme de Nick Bosa, clairement.
C'est le genre de joueur avec sa mentalité, sa façon de jouer et tout que j'adorerais voir sous le maillot des Lions. J'adore George Kittle aussi, mais maintenant qu'on a... Comme Sam Brown, Voilà, Bossa, il va nulle maintenant part. qu'on a Sam Laporta, on a un petit peu moins besoin d'un tight end de ce style-là. Donc, je vais moins me demander si on peut le récupérer. Mais en tout cas, ouais, Bossa Kittle, je pense que c'est les deux joueurs que je kiffe le plus. Et après, si je devais en sortir un troisième, McCaffrey, il est exceptionnel, mais c'est pas non plus mon joueur préféré ou j'admire ce qu'il fait, mais je le mettrais pas dans le top 3. Non, je mettrais Fred Warner. Je pense l'attitude, la mentalité, la grinta, voilà, notre fameux grit de Détroit, lui aussi, je pense que ça lui irait bien. Le Federico, comme Marco dit tout le temps. Ouais. Tu dis ça, dans ces cas-là, prends Greenlaw alors, parce que si tu veux du grit, là tu en as du grit. Hein. Non, c'est un autre mot que grit, Greenlaw. On débranche le cerveau et on met des patates à tout le monde. Yeah. Greenlaw qui sera bientôt free agent, les Lions qui ont du pognon. Ferme Gonzague. Ferme. Pourquoi tu dis des grossièretés comme Gonzague, ça toi arrête-toi. Non, mais parce que Gonzague, là, depuis tout à l'heure, il file un mauvais coton. On va découvrir qu'il est fan des Lions depuis le début. D'ailleurs, Gonzague a posé 3 questions sur Facebook pour Benjamin. Il avait envie de connaître un peu plus Benjamin. Benjamin, si je te dis Culpepper, tu penses 0-16 ou l'un des noms les plus cool de l'histoire des quarterbacks NFL? En tant que fan des Lions, je suis obligé de dire 0-16. On n'est pas passé loin de récidiver en plus il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, je pense 0-16. C'est un truc qui, même si vous êtes fan d'une équipe et que vous n'étiez pas fan ou vivant ou ce que vous voulez au moment où cette équipe l'a fait, 0-16, c'est la pire des humiliations possibles. C'est un peu chaud, ouais, effectivement. Benjamin, en tant que fan de Détroit, tu es plus techno ou plus Eminem? Eminem, tous les jours. Mais même si j'étais pas fan de Détroit, ce serait Eminem tous les jours. Très bien. C'est la bonne réponse, je suis d'accord aussi. Et enfin, en tant que fan de Détroit, si je te dis Cadillac, tu penses à une célèbre marque automobile ou au célèbre sosie de Johnny Hallyday? Sur le Gonzague. Je pense Ford Field. Ah bah oui, forcément. Et enfin, une dernière question, une question de Fabien. Quand je vois tous les gens qui donnent vainqueur de Détroit, j'ai quand même l'impression que c'est plus par vraie sympathie pour cette franchise qui a tellement galéré qu'autre chose. Si on regarde leur parcours calendrier plutôt facile et défaite à chaque fois contre des gros, sauf la surprise contre les Chiefs, certes les Niners sont plus du tout impressionnants depuis quelques semaines, mais niveau effectif, ça fait un peu manque de respect pour les Niners. C'est quoi ton avis là-dessus, Benjamin? Est-ce qu'il y a depuis le match contre les Packers notamment une espèce de, pas de sous-cotage, mais on oublie un petit peu l'équipe qui est San Francisco? Je pense que ça a joué clairement. Après, sur au niveau des bookmakers, je crois que vous êtes favori de 7,5 points ou quelque chose comme ça. Donc, c'est pas non plus. Il y a quand même un vrai avantage qui est donné. Mine de rien, je suis d'accord sur l'état de fait de dire Détroit, à part le match contre les Chiefs et le match qu'on aurait dû gagner contre les Cowboys, mais est-ce vraiment une grande équipe? On a surtout gagné contre des équipes avec des bilans moyens, voire mauvais. Après ces matchs-là, il faut les gagner. Et si on regarde les bilans des deux équipes qu'on a jouées en play-off, je pense que ça ne rend pas hommage aux équipes qu'on a jouées. C'est-à-dire que si tu prends la deuxième partie de saison, ce qui est la plus importante, parce qu'en général, c'est celle qui est décisive pour arriver lancé en play-off, je ne suis pas loin de penser que en termes de résultats et de jeu, ça dépendait, mais en tout cas en termes de résultats et de jeu pour les Rams et de résultats et un peu de jeu pour les Buccaneers, on avait 2 des 7-8 équipes les plus chaudes de la NFL sur la deuxième partie de saison. Donc clairement, le parcours n'était pas aussi simple que ça. Mais oui, les gens ont envie de suivre la Cinderella Story, ont envie d'un peu de renouveau, ont vu le match des Niners qui ont été en difficulté et qui, là, sur un malentendu, auraient pu effectivement sauter face aux Packers. Ils se sont dit, allez, on va route pour les Lions. Maintenant, je n'oublie pas que nous, sur nos 2 matchs, 75% des spécialistes qui faisaient des pronos aux États-Unis avaient mis les Rams qui allaient gagner à Détroit au premier tour. Et à l'inverse, 90% mettaient les Lions qui gagnaient face aux Bucks au deuxième tour. Comment t'expliques le revirement de situation alors que dans les 2 cas, ça a quand même été globalement serré, parce que même si on gagne à la fin de 8 points contre Tampa, il y a 17-17 à la fin du 3e quart. Le premier, on le gagne d'1 point. On a tendance à avoir tous la mémoire courte, et je pense que ça explique un peu le truc. Mais il n'en reste pas moins qu'il y a 7 points ou 7 points et demi pour les bookmakers, et San Francisco reste quand même largement favori. Et je pense que dimanche, quand on aura toutes les émissions pré-match où les mecs tour à tour donnent leurs pronos, ça sera facile du 75-25 pour San Francisco, voire du 80-20.
J'avais une petite question moi pour toi, Benjamin. Tu parlais au tout début de l'émission de l'évolution très positive de la franchise des Lions autour de Campbell et de votre manager général. Est-ce que la très 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 probable perte de Ben Johnson à l'intersaison, c'est quelque chose qui te fait peur ou pas? Très. Ça me fait très peur. Et en même temps, j'essaie de me raisonner en me disant Brad Holmes et Dan Campbell qui l'ont mis en place sont encore là. Donc, ils savent ce dont ils ont besoin. Et ils savent ce qu'ils doivent aller chercher, entre guillemets, pour prendre la succession et continuer à pérenniser le truc. Évidemment que ça me fait peur parce que je pense que Ben Johnson est un mastermind, clairement, qui fait partie de cette nouvelle vague, qui a une nouvelle vision du foot américain qui est incroyable, au-delà d'être spectaculaire, mais qui en plus est efficace. Donc, je lui souhaite bonne chance, quelle que soit l'aventure qui arrive derrière. Si d'aventure, il ne devait pas avoir de poste de head coach au final, je serais plus que ravi de le garder. Aussi parce que je ne sais pas s'il ne va pas faire partie, peut-être que je me trompe lourdement, mais faire partie de cette caste de mecs qui sont des coordinateurs de génie, mais qui, justement par rapport à ce qu'on disait sur Dan Campbell, ne sont pas forcément de bons head coach derrière. Je ne sais pas si par rapport à ce qu'il dégage, à la manière dont il parle, à ce qu'il fait et tout, ce sera un meneur d'hommes au point où c'est un play caller de génie en attaque. Il fait aussi des conneries, il n'y a pas de souci, mais oui, je vais le regretter, c'est sûr. Maintenant, j'ai envie de faire confiance aux gars en place parce que j'ai suffisamment douté de Dan Campbell et de Brad Holmes à de nombreuses occasions et qui m'ont fait fermer ma bouche que je vais le regretter. Si Aaron Glenn part, je pense que je le regretterai un petit peu moins. En toute sincérité, j'ai été extrêmement surpris quand j'ai vu le sondage sorti auprès des joueurs là, en fin de saison où pour les joueurs NFL, le meilleur coordinateur défensif de NFL était Aaron Glenn. Je suis resté un peu pantois là-devant. Je me suis dit, alors, soit on ne regarde pas le même sport, mais j'ai du mal à comprendre comment il peut avoir autant de sollicitations pour des postes de head coach et d'interview. Et je sais que lui, pour le coup, peut-être là aussi à tort, mais sur le papier, je ne le regretterai pas. Steve Wilkes était deuxième à ce sondage. Exactement, on était pantois aussi parce que Steve Wilkes était deuxième et qu'on est quand même assez critique sur Steve Wilkes au poste de coordinateur défensif, même s'il fait des bonnes choses, mais c'est pas des mecs Ryans ni Robert Saleh, quoi. Ces deux coordinateurs défensifs qui ont plus un point commun, c'est qu'ils dégagent rien. Ils dégagent rien, en fait. C'est ça qui est assez étonnant. Benjamin, est-ce que toi, en tant que supporter des Lions, tu pourrais faire un plaisir à Olivier? Olivier a une passion pour les noms rigolos. Est-ce que tu peux juste rappeler à nos auditeurs le nom du précédent coordinateur offensif des Lions, s'il te plaît? Pourquoi faire? On veut pas penser au passé aujourd'hui. Tout ce qui est passé avant l'ère Campbell-Holmes, pourquoi? Non. Je parle plus du passé. J'ai trop regardé dans le passé avec l'OM, avec les Knicks, avec les Penguins et tout. Je veux plus parler du passé. Merci de reconnaître que les fans de l'OM parlent que du passé. J'apprécie. Non. C'est beau être fan de l'OM. Dire ce qu'il est, on vit dans le passé depuis 30 balais. C'était magnifique ce qu'ils ont fait pour les 30 ans de la Ligue des Champions avec tous les fumis et tout. Visuellement, c'était génial. Mais mettre un écran géant et faire style, vous regardez, vous découvrez le match et faire un vacarme pas possible sur le but de Basile. T'es dépanné la plupart, c'est ça le problème. Il faut penser à la suite. Si tu restes là-dedans, tu restes bloqué en fait. Donc, je sais pas. Je veux plus penser à ce qu'il y a derrière, d'autant plus avec les Lions. Et quand je regarde en plus, là, j'étais en train de regarder les noms précédents, il n'y en a aucun dont j'ai envie de me rappeler en fait. Non, parce qu'il avait parce qu'en plus, il y en a plein où je me suis dit, quand ils ont été mis en place, on va avoir une bête d'attaque, ça va être cool, machin et tout. Et il n'y en a aucun qui véritablement il y a eu des éclats, mais ça n'a jamais duré, quoi. C'est ça le truc. Donc, je peux donner le nom des 3 derniers avec presque ressentiment, mais que ce soit rien que les 3 derniers, Bob Cooter, Bevel et Lynn, c'est vide, quoi. Ouais, mais Jim Bob Cooter, ça pète comme nom, quand même. Voilà, c'était ça. Il s'appelle Bob Cooter. Jim Bob Cooter. Jim Bob Cooter. Moi, je le veux. Moi, je t'explique. Je récupère des joueurs juste par rapport au nom. Donc, Mais d'ailleurs, il était dans des discussions là pour devenir aussi, je sais plus où. J'ai vu passer son nom cette semaine dans des discussions. Il y a des chances qu'Olivier devienne supporter secondaire de cette équipe-là, s'il signe quelque part.
Non, mais Mais Olivier, deviens fan d'une franchise en CFL ou en USFL ou qui tu veux, et puis tu auras les gars que tu veux, mais laisse notre franchise tranquille. Paris Ouais. Musketeers. Ah bah, ils peuvent tous signer aux Mosquetaires. Là, ils feraient vraiment, vraiment, vraiment fort. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, messieurs, sur le match qu'on va voir ou sur les Lions ou sur les Niners? À part se souhaiter bonne chance et que le meilleur gagne s'il joue en rouge. Franchement, que l'on ait un beau match. Alors, c'est ultra banal ce que je viens de dire, mais pourquoi je dis ça? Parce que je reste tellement, en tant que supporter des Niners, frustré de la finale de conférence de l'année dernière. Quel que soit le vainqueur, que ce soit les 49ers ou les Lions, que ce ne soit pas une espèce de victoire à la Pyrrhus parce qu'un joueur majeur de l'équipe adverse s'est blessé. Je veux un vrai combat par rapport à ça. Qu'on ait un match, quoi, surtout. Voilà, qu'on ait un vrai match. Bon match. Un match qui se termine pas après 1 ou 2 cartons parce que Goff ou Purdy ou McCaffrey ou je sais pas qui s'est blessé. Voilà. Vraiment qu'on ait un Exactement. gros match. Parce que ça, je l'ai encore au travers de la gorge. Regardez ce que j'ai préparé cet après-midi. Je m'amusais, j'avais 15 millions de trucs à faire. Je suis pas d'accord. Je vois ce que tu veux dire. Historiquement, je vois ce que tu veux dire. Voilà. Mais là, sur cette saison, je suis pas Quand d'accord. on parle aux gens qui suivent le foot américain, si on leur avait dit les 4 en finale de conf, ce seront Ravens, Chiefs, Niners, Lions, tout le monde aurait pensé à ça, direct. Ah oui. Bon, sur 4, tu te dis oui, c'est cohérent, mais le dernier, oui. Ah bah, celui qui a pronostiqué en début d'année les Lions au Super Bowl face à qui que ce soit, je pense qu'il peut s'offrir de belles vacances. Ah oui, complètement. Putain, Benjamin, c'était l'année ou jamais, vraiment, de mettre des sous sur tes chouchous. Bah, c'était déjà l'année où jamais d'aller gagner la division. C'est ce que j'ai répété tout l'été à ceux qui me posaient la question. Parce que je pense que les faits m'ont pas trop contredit. À mon avis, les Packers vont revenir très fort et très vite. Les Bears, s'ils draftent bien avec tout ce qu'ils ont à disposition, ça peut vite aussi devenir une équipe qui compte. Donc je pense que la NFC North peut très vite redevenir une division extrêmement compétitive et extrêmement compliquée dans les années qui viennent. Je suis pas sûr qu'on ait pour autant lancé une dynastie dans la division. Si déjà on fait une dynastie en playoff et qu'on y est tous les ans, ça m'ira. Puis l'avantage qu'on a tous en tant que supporters de NFC, c'est qu'il nous reste la NFC Sud. Et ça. Et puis c'est qu'on a la NFC en général, c'est quand même une conférence bien plus abordable dans notre époque qu'elle l'a été par le passé. Bon, tu sais, la NFC Est, je pense qu'elle prend un virage qui ne doit pas être dingo non plus, hein, entre nous. Moi, j'ai une petite question pour Benjamin, parce que c'est vrai que depuis le début de l'émission, on parle de cette montée en puissance des Lions, que celle-ci va probablement continuer. J'aimerais que tu me cites, pour continuer à construire l'équipe, un joueur à la free agency et un joueur à la draft que tu aimerais afin de compléter l'effectif et la rendre encore plus forte. Alors le problème, c'est que j'ai pas du tout la liste des free agents en tête. Mais je pense que le premier free agent que j'irai chercher, c'est soit un gros DN, soit un gros corner. Sans parler des re-signatures chez nous, hein, parce que typiquement, je pense que ça serait bien de re-signer un Gardner Johnson, etc., ne serait-ce que pour la mentalité qu'il a et tout ça. Mais un DN ou un corner, c'est sûr. Et ce que tu vas pas chercher à la free agency, tu le prends à la draft. Après, tout dépend de la position, parce que là, forcément, on aura un pick qui va être bas, notamment au first round. Mais je serais pas surpris d'un nouveau move de Brad Holmes et qui remonte potentiellement s'il y a vraiment un mec qu'il aime, qui paraît hors d'atteinte évidemment avec un pic entre 28 et entre 29 et 32, mais qu'il aille monter pour aller chercher un gars. Donc ces deux postes-là en priorité, premier free agent et first round de draft. Mais attention, parce qu'un Emmanuel Mosley, s'il reste en bonne santé, peut être la vraie recrue aussi pour vous la saison prochaine. Ouais, alors 2 dernières saisons, un croisé de chaque côté. Bon, ouais, c'est ça, c'est sûr, c'est pour ça. Un petit doute, parce que là, on l'a pas vu. Hein. Mosley, il est arrivé, ouais. Il est parti, il est revenu et il est reparti. Ah. Il a signé pour 1 an en plus. Il est free agent à la fin de l'année, sauf erreur de ma part. Je me demande si c'était pas 2 ans, Mosley. C'était plusieurs années, il me semble. Garner Johnson, c'était 1 an, et je me demande si Sutton et Mosley, c'était pas 2 ans. J'ai pas les. D'accord, ok. Je suis allé voir rapidement les free agents sur les postes dont tu parlais. Defensive end, il y a un certain Chase Young, par exemple, ou un Brian Burns, par exemple, qui sont agents libres. Et en defensive back, il y a L'Jarius Sneed ou Jalen Johnson, qui sont quand même des plutôt bons joueurs. Donc franchement, si Détroit, vous arrivez à recruter un de ces 4 mecs-là, et bien adressé à la draft de l'autre côté, ça peut être intéressant quand même. Il faudra voir aussi le contrat qu'on va devoir filer à Goff. Mais après, ça, c'est entre les mains des patrons au-dessus. J'espère qu'il sera capable de prendre un contrat un peu team-friendly pour justement laisser énormément d'espace et de marge de manœuvre. Et il a quand même pris pas mal de thunes depuis le début de sa carrière, donc je pense qu'il peut se le permettre.
Après, c'est les peut-être contrats- les c'est contrats peut-être ont la beaucoup dernière fois de augmenté sa ces carrière. dernières années. Voilà, les contrats ont quand même beaucoup augmenté ces dernières années. C'est peut-être aussi le dernier gros chèque qu'il peut aller chercher dans sa carrière. Ouais. Bon, bah, en tout cas, merci à tous de nous avoir écoutés. Pour ceux qui veulent voir le match, évidemment, 00h30 dans la nuit de dimanche à lundi. Sinon, rendez-vous 21h, c'est ça, sur Beansport pour toute une soirée de NFL en compagnie. 20h30 pour toute une soirée NFL en compagnie de Benjamin Bernard et de toute l'équipe de Beansport qui nous fait suivre la NFL depuis combien de temps maintenant, la NFL sur Bean? 2012. La chaîne s'est créée en juin 2012 et on a commencé à diffuser la NFL en septembre 2012. Et bah, depuis du coup, donc 12 ans, magnifique. Une belle longévité. Merci de nous avoir suivis dans cet épisode. Et puis, bon, Benjamin, je pense que tu vas pas le dire, nous on va quand même finir avec notre mot habituel de fin d'épisode. Go Niners. Go Go Niners. Niners. Ciao, ciao. Come